Le regard vif et aiguisé, critique et piquant de deux membres de la cour de Versailles, la princesse Palatine et le duc de Saint-Simon, dépeint les personnages de la famille royale. Grâce à leurs plumes, les événements deviennent immédiatement vivants. Avec les ponctuations musicales de pièces contemporaines aux écrits, c'est une cour de France vue comme une chronique au jour le jour qui se laisse entendre et découvrir avec la complicité des artistes de la compagnie baroque. En ouverture, la 6e sonate de Nicolas Chédeville.
Saint-Simon sur Monsieur, frère du roi, et Madame Palatine. C'était un petit homme ventru, monté sur des échasses, tant ses souliers étaient hauts, toujours paré comme une femme, plein de bagues, de bracelets, de pierreries partout, avec une longue perruque étalée en devant, noire et poudrée, et des rubans partout où il en pouvait mettre, plein de toutes sortes de parfums, et en toutes choses la propreté même. On l'accusait de mettre imperceptiblement du rouge. Le nez, fort long, la bouche et les yeux beaux, le visage plein mais fort long. Tous ces portraits lui ressemblent. J'étais piqué à le voir, qu'il fit souvenir qu'il était fils de Louis VIII à ceux de ce grand prince, duquel, à la valeur près, il était si complètement dissemblable. Madame tenait en tout beaucoup plus de l'homme que de la femme. Elle était forte, courageuse, allemande au dernier point, franche, droite, bonne et bienfaisante, noble et grande dans toutes ses manières, et petite au dernier point sur tout ce qui regardait ce qui lui était dû. Elle était sauvage, toujours enfermée à écrire chez elle. Du reste, seule avec ses dames, dure, rude, se prenant aisément d'aversion et redoutable par les sorties qu'elle faisait quelquefois sur quiconque. Nulle complaisance, nul tour de l'esprit, quoiqu'elle n'en manque pas d'esprit. Nulle flexibilité, jalouse, comme on l'a dit, jusqu'à la dernière petitesse de tout ce qui lui était dû. La figure et le rustre d'un Suisse, capable, avec cela, d'une amitié tendre et inviolable. Madame Palatine. Quand on est belle, cela ne dure guère. Un beau visage change bien vite. Mais avoir bon cœur, voilà ce qu'il fait bon posséder en tout temps. Il faut que vous ayez perdu tout souvenir de moi pour que vous ne me rangiez pas parmi les laides. Je l'ai toujours été, et le suis devenue davantage encore par suite de la petite vérole. De plus, ma taille est monstrueuse. Je suis carrée comme un dé. La peau est d'un rouge mélangé de jaune. Je commence à grisonner, j'ai les cheveux poivre et sel. Le front et le pourtour des yeux sont ridés. Le nez est de travers comme jadis, mais festonné par la petite vérole. De même que les joues, je les ai pendantes, de grandes mâchoires, les dents délabrées. La bouche aussi est un peu changée, car elle est devenue plus grande, et les rides sont au coin. Voilà la belle figure que j'ai, chère Anne-Lise. Je crois qu'ils finiront par me rendre folle avec ces portraits. Jamais je ne parviendrai à les obtenir des gens qui en sont chargés. Si vous vous imaginez qu'ici c'est un pays de cocagne, vous vous trompez fort. L'ennui règne ici plus qu'en aucun autre lieu du monde. Beaucoup de monde boit du thé, du café, du chocolat, mais moi je ne prends rien de toutes ces drogues. J'ai idée que cela est contraire à la santé. L'année suivante, elle achève sa description. Ma graisse est mal placée, de sorte qu'elle me va mal. J'ai, sur votre respect, un derrière effroyable, un ventre, des hanches et des épaules énormes, la gorge et la poitrine très plates. À vrai dire, je suis une figure affreuse. Mais j'ai le bonheur de ne pas m'en soucier, car je ne souhaite pas que quelqu'un tombe amoureux de moi. Je suis persuadée que mes bons amis ne regarderont que mon caractère, pas ma figure. Saint-Germain, lieu unique pour rassembler les merveilles de la vue, l'immense plein-pied d'une forêt toute joignante, unique encore par la beauté de ses arbres, de son terrain, de sa situation, l'avantage et la facilité des eaux de source sur cette élévation, les agréments admirables des jardins, des hauteurs
et des terrasses, qui, les unes sur les autres, se pouvaient si aisément conduire dans toute l'étendue qu'on aurait voulu. Les charmes et les commodités de la Seine, enfin, une ville toute faite et que sa position entretenait par elle-même. Il l'abandonna pour Versailles, le plus triste et le plus ingrat de tous les lieux, sans vue, sans bois, sans eau, sans terre, parce que tout y est sable, mouvant ou marécage, sans air, par conséquent qui ne peut être bon. Il se plut à tyranniser la nature et à la dompter à force d'art et de trésors. Il y bâtit, tout l'un après l'autre, sans dessein général. Le beau et le vilain furent cousus ensemble, le vaste et l'étranglé. Son appartement et celui de la reine y ont les dernières incommodités, avec les vues des cabinets et de tout ce qui est derrière, les plus obscures, les plus enfermées, les plus puantes. Les jardins, dont la magnificence étonne, mais dont le plus léger usage rebute, sont d'aussi mauvais goût. On y est conduit dans la fraîcheur de l'ombre que par une vaste zone torride au bout de laquelle il n'y a plus ou quoi que ce soit, ou qu'à monter ou à descendre, et avec la colline qui est fort courte se terminent les jardins. La recoupe y brûle les pieds, mais sans cette recoupe, on y enfoncerait ici dans les sables et là dans la plus noire fange. La violence qui a été faite partout à la nature repousse et dégoûte malgré soi. L'abondance des eaux forcées et ramassées de toutes parts les rend vertes, épaisses, boueuses. Elles répandent une humidité malsaine et sensible, une odeur qui l'est encore plus. Leurs effets, qu'il faut pourtant beaucoup ménager, sont incomparables. Mais de ce tout, il résulte qu'on admire et qu'on fuit. Du côté de la cour, l'étranglé suffoque et les vastes ailes s'enfuient sans tenir à rien. Du côté des jardins, on jouit de la beauté du tout ensemble, mais on croit voir un palais qui a été brûlé, où le dernier étage et les toits manquent encore. La chapelle qui l'écrase, parce que Mansart voulait engager le roi à l'élever de tout d'un étage, et de partout la triste représentation d'un immense catafalque. La main-d'œuvre y est exquise en tout genre, l'ordonnance nulle. Tout y a été fait pour la tribune, parce que le roi n'allait guère en bas, et celles des côtés sont inaccessibles par l'unique défilé qui conduit à chacune. On ne finirait point sur les défauts monstrueux d'un palais si immense et si immensément cher, avec ses accompagnements qui le sont encore davantage. Le roi avoue lui-même qu'il y a des fautes dans l'architecture de Versailles. Cela vient de ce que dans le principe, il ne voulait pas y bâtir un si vaste palais, mais seulement faire agrandir un petit château qui s'y trouvait. Par la suite, l'endroit a plu au roi, mais il ne pouvait y résider vu l'insuffisance du logement. Alors, au lieu de faire abattre entièrement le petit château et d'en construire un grand sur un dessin nouveau, il a, pour sauver l'ancien château, fait élever des constructions tout autour, le recouvrant pour ainsi dire d'un beau manteau. Et cela a tout gâté. Je vous supplie de bien vouloir me pardonner si je suis restée une éternité sans vous écrire. D'abord, je suis allée à Versailles, où nous étions occupés toute la journée. Depuis le matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi, l'on chassait. En revenant de la chasse, on changeait de costume et l'on montait au jeu où l'on restait jusqu'à 7 heures du soir. Puis, on allait à la comédie qui ne finissait qu'à 10h30 du soir. Après la comédie, on soupait. Après le souper, venait le bal qui durait jusqu'à 3 heures du matin. Et alors, seulement, on allait se coucher.
Je vous laisse à penser si j'avais le temps. Depuis que je suis de retour ici, je voulais chaque jour vous répondre. Mais j'en ai été constamment détournée, surtout par les ennuyeuses visites que m'a valu ma chute de cheval. Il faut que je vous conte cette histoire. Nous avions déjà pris un lièvre et fait envoler une pie. Comme nous allions au tout petit pas, je m'aperçois que ma robe n'est pas bien arrangée sous moi. J'arrête mon cheval et je me baisse pour la rajuster. Mais tandis que je suis dans cette posture, voilà qu'un lièvre part, et tout le monde se met à la poursuite. Mon cheval, qui voit courir les autres, veut les suivre et fait un saut de côté. J'étais déjà à demi désarçonnée. Ce saut me fait quitter presque tout à fait la selle, dont je saisis vivement le pommeau sans dégager mon pied de l'étrier, espérant me remettre d'aplomb. Mais au moment où je saisis le pommeau de la selle, les rênes m'échappent et je crie à un cavalier qui était devant moi d'arrêter mon cheval. Ce cavalier s'élance sur moi avec une telle impétuosité que ma monture s'effraie et, au lieu de s'arrêter, tourne d'un autre côté et s'emporte. Je me tiens ferme tant que je vois d'autres chevaux auprès de moi. Mais dès que je me vois seule, je me dégage tout doucement et je me laisse tomber sur la verte pelouse avec un tel bonheur que, Dieu soit loué, je ne me suis fait le moindre mal. Vous qui admirez si fort notre roi pour m'avoir si bien assisté lors de mes couches, vous l'aimerez encore dans cette rencontre, car c'est lui qui s'est trouvé le premier auprès de moi. Il était pâle comme la mort, et j'eus beau lui assurer que je ne m'étais fait aucun mal et que je n'étais pas tombée sur la tête, il n'a pas eu de repos qu'il ne m'eût lui-même visité la tête de tous côtés. Enfin, ayant trouvé que j'avais dit vrai, il me conduisit dans ma chambre, resta encore quelque temps auprès de moi pour voir si je ne m'évanouirais pas. Enfin, il ne retourna au vieux château que lorsque je lui eus assuré de rechef que je ne ressentais pas le moindre mal. Je dois dire que le roi me témoigne chaque jour plus de faveur. Il me parle partout où il me rencontre, et il m'envoie chercher maintenant tous les samedis pour faire la medianoche avec lui chez Madame de Montespan. Cela fait que je suis actuellement très à la mode, et que quoi que je dise, que ce soit bien ou mal, les courtisans l'admirent. C'est à un tel point que, m'étant avisé par ce temps froid de mettre ma vieille zibeline pour avoir plus chaud au cou, chacun s'en est fait faire une sur ce patron, et c'est maintenant la très grande mode. Cela me fait bien rire, car ces gens qui aujourd'hui admirent tant cette mode et la portent sont précisément les mêmes qu'il y a 5 ans se moquèrent si fort de moi et de ma zibeline que depuis ce temps je n'osais plus la mettre. Ainsi vont les choses dans cette cour. Si les courtisans s'imaginent que vous êtes en faveur, vous pouvez faire tout ce que vous voudrez. Vous êtes sûr d'être approuvé. Mais s'ils s'imaginent le contraire, ils vous tiendront pour ridicule, quand même vous descendriez du ciel. Suite en sol de Robert de Visé.
Le roi, occupé à l'établissement de ces bâtards, qui l'agrandissaient de jour en jour, avait marié 2 de ses filles à 2 princes du sang. Madame la princesse de Conti, seule fille du roi et de madame de la Vallière, était veuve et sans enfant. L'autre, fille aînée du roi et de madame de Montespan, avait épousé monsieur le duc. Il y avait longtemps que madame de Maintenon, encore plus que le roi, ne songeait qu'à les élever au plus haut, et que tous deux voulaient marier mademoiselle de Blois, seconde fille du roi et de madame de Montespan, à monsieur le duc de Chartres. C'était le propre et l'unique neveu du roi, et fort au-dessus des princes du sang par son rang de petit-fils de France et par la cour que tenait monsieur. Le mariage des 2 princes du sang dont je viens de parler avait scandalisé tout le monde. Le roi ne l'ignorait pas, et il jugeait par là de l'effet d'un mariage sans proportion plus éclatant. Il y avait déjà 4 ans qu'il le roulait dans son esprit et qu'il en avait pris les premières mesures. Elles étaient d'autant plus difficiles que monsieur était infiniment attaché à tout ce qui était de sa grandeur et que madame était d'une nation qui abhorrait la bâtardise et les mésalliances et d'un caractère à n'oser se promettre de lui faire jamais goûter ce mariage. Monsieur de Chartres trouva le roi seul avec monsieur dans son cabinet, où le jeune prince ne savait pas devoir trouver monsieur son père. Le roi fit des amitiés à monsieur de Chartres, lui dit qu'il voulait prendre soin de son établissement, que la guerre, allumée de tous côtés, lui ôtait des princesses qu'il aurait pu lui convenir, et que de princesses du sang, il n'y en avait point de son âge, qu'il ne pouvait mieux témoigner sa tendresse qu'en lui offrant sa fille, que cela joindrait en lui la qualité de gendre à celle de neveu, mais que, quelque passion qu'il eût de ce mariage, il ne le voulait point contraindre et lui laissait là-dessus toute liberté. Ce propos prononcé avec une majesté effrayante, si naturelle au roi, à un prince timide et dépourvu de réponse, le mit hors de mesure. Il crut se tirer d'un pas si glissant en se rejetant sur monsieur et madame, et répondit en balbutiant que le roi était le maître, mais que sa volonté dépendait de la leur. « Cela est bien, à vous, répondit le roi. Mais dès que vous y consentez, votre père et votre mère ne s'y opposeront pas. » Et se tournant à monsieur, « Est-il pas vrai, mon frère ?» Monsieur consentit comme il l'avait déjà fait avec le roi, qui tout de suite dit qu'il n'était donc plus question que de madame, et qui sur le champ l'envoya chercher. Et cependant se mit à causer avec monsieur, qui tous deux ne firent pas semblant de s'apercevoir du trouble et de l'abattement de monsieur de Chartres. Madame arriva, à qui d'entrée le roi dit qu'il comptait bien qu'elle ne voudrait pas s'opposer à une affaire que monsieur désirait, et que monsieur de Chartres y consentait, que c'était son mariage avec mademoiselle de Blois qu'il avouait qu'il désirait avec passion, et ajouta courtement les mêmes choses qu'il venait de dire à monsieur le duc de Chartres, le tout d'un air imposant. Mais comme hors de doute que madame pût n'en pas être ravie, quoique plus que certain du contraire, madame, qui avait compté sur le refus dont monsieur son fils lui avait donné parole, qui lui avait même tenu autant qu'il avait pu, par sa réponse si embarrassée et si conditionnelle, se trouva prise et muette. Elle lança 2 regards furieux à monsieur et à monsieur de Chartres, dit que puisqu'il le voulait bien,
Elle n'avait rien à dire, fit une courte révérence et s'en alla chez elle. Monsieur son fils l'y suivit incontinent, auquel, sans donner le moment de lui dire comment la chose s'était passée, elle chanta pouille avec un torrent de larmes et le chassa de chez elle. Madame se promenait dans la galerie avec Châteautière, sa favorite et digne de l'être, marchait à grands pas, son mouchoir à la main, pleurant sans contrainte, parlant assez haut, gesticulant et représentant fort bien Cérès après l'enlèvement de sa fille Proserpine et cherchant en fureur et la redemandant à Jupiter. Chacun, par respect, lui laissait le champ libre et ne faisait que passer pour entrer dans l'appartement. Monseigneur et monsieur s'étaient remis au lansquenet. Le premier me parut tout à son ordinaire, mais rien de si honteux que le visage de monsieur, ni de si déconcerté que toute sa personne. Et ce premier état lui dura plus d'un mois. Monsieur son fils paraissait désolé, et sa future dans un embarras et une tristesse extrême. Quelque jeune qu'elle fût, quelque prodigieux que fût son mariage, elle en voyait et en sentait toute la scène et en appréhendait toutes les suites. La politique rendit donc cet appartement languissant en apparence, mais en effet vif et curieux. Je le trouvais court dans sa durée ordinaire. Il finit par le souper du roi, duquel je ne voulus rien perdre. Le roi y parut tout comme à son ordinaire. Monsieur de Chartres était auprès de madame, qui ne le regarda jamais, ni monsieur. Elle avait les yeux pleins de larmes qui tombaient de temps en temps et qu'elle essuyait de même, regardant tout le monde comme si elle eût cherché à voir quelque mine que chacun faisait. Monsieur son fils avait aussi les yeux bien rouges, et tous deux ne mangèrent presque rien. Je remarquai que le roi offrit à madame presque de tous les plats qui étaient devant lui, et qu'elle les refusa tous, d'un air de brusquerie qui, jusqu'au bout, ne rebuta point l'air d'attention et de politesse du roi pour elle. Il fut encore remarqué qu'au sortir de la table et à la fin de ce cercle, debout d'un moment dans la chambre du roi, il fit à madame une révérence très marquée et basse, pendant laquelle elle fit une pirouette si juste que le roi, en se relevant, ne trouva plus que son dos, et elle avançait d'un pas vers la porte. Le lendemain, toute la cour fut chez monsieur, chez madame et chez monsieur le duc de Chartres, mais sans dire une parole. On se contentait de faire la révérence, et tout s'y passa en parfait silence. On alla ensuite attendre à l'ordinaire la levée du conseil dans la galerie et la messe du roi. Madame y vint. Monsieur son fils s'approcha d'elle, comme il faisait tous les jours, pour lui baiser la main. En ce moment, madame lui appliqua un soufflet si sonore qu'il fut entendu de quelques pas et qui, en présence de toute la cour, couvrit de confusion ce pauvre prince et combla les infinis spectateurs dont j'étais d'un prodigieux étonnement. Ce même jour, l'immense dot fut déclarée, et le jour suivant, le roi alla rendre visite à monsieur et à madame, qui se passa fort tristement. Et depuis, on ne songea plus qu'aux préparatifs de la noce. Au clavecin, allemande d'Étienne Richard, sarabande de Chabonceau de la Barre et polonaise de Marin Marais.
Ces rois du Danemark mangent ordinairement avec du monde, et le comte et la comtesse de Roy avaient très souvent l'honneur d'être retenus à leur table avec leur fille, mademoiselle de Roy. Il arriva à un dîner que la comtesse de Roy, frappée de l'étrange figure de la reine de Danemark, se tourna à sa fille et lui demanda si elle ne trouvait pas que la reine ressemblait à madame Panache comme deux gouttes d'eau. Quoiqu'elle l'eût dit en français, il arriva qu'elle n'avait pas parlé assez bas, et que la reine, qui l'entendit, lui demanda ce que c'était que cette madame Panache. La comtesse de Roy, dans sa surprise, lui répondit que c'était une dame de la cour de France qui était fort aimable. La reine, qui avait vu sa surprise, n'en fit pas semblant, mais inquiète de la comparaison, elle écrivit à M. Maillercron, envoyé de Danemark à Paris, et qui était depuis quelques années de lui demander ce que c'était que madame Panache, sa figure, son âge, sa condition, et sur quel pied elle était à la cour de France. Et que surtout, elle voulait absolument n'être pas trompée et en être informée au juste. M. Maillercron, à son tour, fut dans un grand étonnement. Il manda à la reine qu'il ne comprenait pas par où le nom de madame Panache était allé jusqu'à elle, beaucoup moins la sérieuse curiosité qu'elle lui marquait d'être informée d'elle exactement, que madame Panache était une petite et fort vieille créature, avec des lippes et des yeux éraillés à y faire mal à ceux qui la regardaient. Une espèce de gueuse qui s'était introduite à la cour sur le pied d'une manière de folle, qui était tantôt au souper du roi, tantôt au dîner de Monseigneur et de Madame la Dauphine, ou à celui de Monsieur et de Madame, à Versailles ou à Paris, où chacun se divertissait à la mettre en colère, et qui chantait pouille aux gens à ces dîners-là pour faire rire, mais quelquefois fort sérieusement, et avec des injures qui embarrassaient et qui divertissaient encore plus ses princes et ses princesses, et qui lui emplissaient ses poches de viande et de ragoût dont la sauce dégoulait tout au long de ses jupes, et que les uns lui donnaient une pistole ou un écu, et les autres des chiquenaudes ou des croquignoles, dont elle l'entendait entrer en furie, parce qu'avec ses yeux pleins de châssis, elle ne voyait pas au bout de son nez, ni qui l'avait frappé, et que c'était le passe-temps de la cour. À cette réponse, la reine de Danemark se sentit si piquée qu'elle ne put plus souffrir la comtesse de Roy et qu'elle en demanda justice au roi, son mari. Il trouva bien mauvais que des étrangers qu'il avait comblés des premières charges et des premiers honneurs de sa cour avec de grosses pensions se moquassent d'eux d'une manière si cruelle. Il se trouva des seigneurs du pays et des ministres jaloux de la fortune et du grand établissement dont le comte de Roy jouissait, tellement que la reine obtint que le roi le remerciait et lui ferait dire de se retirer. On ne m'a jamais grondé pour dormir à l'église. Je m'y suis donc si fort habituée que je ne puis m'en défendre. Le matin, je n'y dors pas. Mais le soir, après dîner, il m'est impossible d'y rester éveillée. Je ne dors pas à la comédie, mais très souvent à l'opéra. Je crois que le diable s'occupe assez peu si je dors ou non à l'église. Le sommeil n'est pas un péché, mais le résultat de la faiblesse humaine. C'est un grand honneur d'être à côté du roi au sermon, mais je céderais volontiers ma place car sa majesté ne veut pas me permettre de dormir. Sitôt que je m'endors, le roi me pousse du coude et me réveille. C'est quelque chose d'inconcevable, comme le grand homme et simple en fait de religion.
car pour le reste, il ne l'est pas. Cela vient de ce qu'il n'a jamais rien appris des choses de la religion, n'a jamais lu la Bible et croit tout bonnement ce qu'on lui débite à ce sujet. D'ailleurs, quand il avait une maîtresse qui n'était pas dévote, il ne l'était pas non plus. Maintenant qu'il est devenu amoureux d'une femme qui ne parle que de pénitence, il croit tout ce qu'elle lui dit, à tel point que le confesseur et la dame sont souvent en désaccord, car il croit plutôt la dame que le confesseur. Mais il ne veut pas se donner la peine de rechercher par lui-même ce que c'est à proprement parler que la religion. Une chose aussi qu'on ne saurait nier, c'est que jusqu'à présent, le grand homme a eu un bonheur inouï. Jusqu'à quand ce bonheur durera-t-il? C'est ce que le temps nous apprendra. Monsieur a toujours fait le dévot. Il m'a fait rire une fois de bon cœur. Il apportait toujours au lit un chapelet d'où pendait une quantité de médailles et qui lui servait à faire ses prières avant de s'endormir. Quand cela était fini, j'entendais un gros fracas causé par les médailles comme s'il les promenait sous la couverture. Je lui dis « Dieu me le pardonne, mais je soupçonne que vous faites promener vos reliques et vos images de la Vierge dans un pays qui leur est inconnu. » Monsieur répondit « Taisez-vous, dormez, vous ne savez pas ce que vous dites. » Une nuit, je me levai tout doucement. Je plaçai la lumière de manière à éclairer tout le lit, et au moment où il promenait ses médailles sous la couverture, je le saisis par le bras et lui dis en riant « Pour le coup, vous ne sauriez plus le nier. » Monsieur se mit aussi à rire et dit « Vous qui avez été huguenote, vous ne savez pas le pouvoir des reliques et des images de la Sainte Vierge. Elles garantissent de tout mal les parties qu'on en frotte. » Je répondis « Je vous demande pardon, monsieur, mais vous ne me persuaderez point que c'est honorer la Vierge que de promener son image sur les parties destinées à ôter la virginité. » Monsieur ne put s'empêcher de rire et dit « Je vous en prie, ne le dites à personne. » La vieille ordure sait très bien comment elle doit gouverner son homme pour rester maîtresse de lui. Elle l'a fréquenté tant d'années qu'elle a appris à le connaître parfaitement. Et comme elle a vu qu'on ne peut le tenir que par la peur, elle lui a fait peur de son mieux. Je ne puis supporter les rois qui s'imaginent plaire à Dieu en priant. Ce n'est pas pour cela qu'il les a mis sur le trône. Faire le bien, exercer le droit et la justice, contenir les prêtres et les forcer de s'en tenir à leurs prières sans se mêler d'autre chose, voilà quelle devrait être la vraie dévotion des rois. Qu'un roi fasse sa prière matin et soir, cela suffit. Du reste, il doit songer à rendre ses sujets heureux autant qu'il est en son pouvoir. Je suis de votre avis, tout est vanité. Cependant, lorsque l'on fait du bien, il en reste une satisfaction intérieure qui est la meilleure chose qu'on puisse avoir en ce monde. Et en mourant, on a du moins cette consolation qu'il n'en ira pas mieux pour ceux qui viendront après nous. Tout ce que l'on dit de l'autre monde est bien incompréhensible. La métempsychose ne me déplairait pas, à condition qu'on gardât le souvenir de ce qu'on était précédemment. Le docteur Fagon est une figure dont vous vous ferez difficilement une idée. Il a les cuisses grêles comme les jambes d'un oiseau, la bouche encombrée par les dents de dessus qui sont toutes noires et pourries, deux grosses lèvres qui rendent la bouche saillante, les yeux tout couverts, le teint jaune foncé, la figure allongée et l'air aussi méchant qu'il l'est en réalité. Mais il est fort intelligent et très politique. Je ne crois pas, comme vous le verrez par cette description, qu'il vous eût été possible de vous faire une idée exacte du personnage.
Trio pour flûte à bec, viol de gambe et basse continue de Georges Philippe Telemann.
Nous avons failli n'avoir plus de comédie. La Sorbonne, pour plaire au roi, a voulu la faire défendre. Mais l'archevêque de Paris et le père de la Chaise doivent avoir dit au roi que ce serait trop dangereux de bannir les divertissements honnêtes, parce que cela pousserait la jeunesse à plusieurs vices abominables. Ainsi, Dieu soit loué, la comédie nous reste. Cela contrarie extrêmement à ce qu'on assure la vieille ratatinée du grand homme, attendu que c'était elle qui poussait à la suppression de la comédie. Elle doit même avoir fait à ce sujet de grandes menaces à l'archevêque de Paris et au confesseur. Quant à moi, tant qu'on ne supprimera pas entièrement la comédie, on aura beau faire déblatérer contre elle les prédicateurs en chair, je continuerai d'y aller. Il y a 15 jours, comme on prêchait contre la comédie, qui anime les passions, disait le prédicateur, le roi se tourna vers moi et me dit « Il ne prêche pas contre moi qui ne vais plus à la comédie, mais contre vous autres qui l'aimez et y allez. » Je lui dis « Quoique j'aime la comédie et que j'y aille, Monsieur d'Agen ne prêche pas contre moi, car il ne parle que contre ceux qui se laissent exciter par les passions des comédies, et ce n'est pas moi. Elle ne me fait aucun effet que de me divertir, et à cela, il y a nul mal. » Le roi ne répliqua pas un mot. Il s'est passé à Trianon il y a quelques jours un fait où Mabru, dont on vante tant l'intelligence, n'en a guère montré. Le roi, pour faire une niche à monsieur qui était venu, a dit aux princesses de faire partir le soir des pétards devant sa chambre afin de le réveiller. Madame de Chartres eût bien pu lui répondre qu'elle respectait trop monsieur pour lui faire de telles plaisanteries. Mais elle ne dit mot et fit allumer un grand feu devant sa chambre. La fumée devint si intense que monsieur n'y put tenir. Il n'a pu rentrer chez lui qu'à 4 heures du matin, ce qui lui a donné une migraine affreuse et l'a fort mis en colère. J'ai vertement dit ma façon de penser là-dessus. Le roi rend ses bâtards trop insolents et les gâte absolument qu'ils s'imaginent être plus que nous autres. Il était arrivé pendant la campagne quelques aventures aux princesses. C'était le nom distinctif par lequel on entendait seulement les 3 filles du roi. Monsieur avait voulu avec raison que la duchesse de Chartres appelât toujours les 2 autres ma sœur et que celle-ci ne l'appelasse jamais que madame. Cela était juste et le roi le leur avait ordonné, dont elles furent fort piquées. La princesse de Conti, pourtant, s'y soumit de bonne grâce. Mais Madame la duchesse, comme sœur d'un même amour, se mit à appeler Madame de Chartres mignonne. Or, rien n'était moins mignonne que son visage, que sa taille, que toute sa personne. Elle n'osa le trouver mauvais, mais quand à la fin, monsieur le sut, il en sentit le ridicule et l'échappatoire de l'appeler madame, et il éclata. Le roi défendit très sévèrement à madame la duchesse cette familiarité qui en fut encore plus piquée, mais elle fit en sorte qu'il n'y parut pas. À un voyage de Trianon, ces princesses qui y couchaient et qui étaient jeunes se mirent à se promener ensemble les nuits et à se divertir la nuit de quelques pétarades. Soit malice des 2 aînés, soit imprudence, elles en tirèrent une nuit sous les fenêtres de monsieur, qui l'éveillèrent et qui le trouva fort mauvais. Il en porta ses plaintes au roi, qui lui fit fortes excuses, gronda fort les princesses et eut grand-peine à l'apaiser. Sa colère fut surtout domestique. Madame la duchesse de Chartres s'en sentit longtemps, et je ne sais si les 2 autres en furent fort fâchés en accusant Madame la duchesse de quelques chansons sur Madame de Chartres.
Enfin, tout fut replâtré et monsieur pardonna tout à fait à madame de Chartres par une visite qu'il reçut à Saint-Cloud de madame de Montespan, qu'il avait toujours fort aimée, qui raccommoda ainsi ses deux filles et qui avait conservé de l'autorité sur elles et en recevait de grands devoirs. Madame de Bury avait fait venir de Dauphiné mademoiselle Chouin, sa nièce, qu'elle avait mise fille d'honneur de madame la princesse de Conti. C'était une grosse fille écrasée, brune, laide, camarade, avec de l'esprit et un esprit d'intrigue et de manège. Elle voyait sans cesse monseigneur qui ne bougeait de chez madame la princesse de Conti. Elle l'amusa et, sans qu'on s'en aperçût, se mit intimement dans sa confiance. Le premier dauphin avait suivi l'exemple de son père et pris une vilaine et puante créature qui avait été fille d'honneur auprès de la princesse de Conti. Elle s'appelait Mademoiselle Chouin. Elle vit encore à Paris. On a pensé qu'il l'avait épousée clandestinement. Je jurais que cela n'a pas eu lieu. Elle avait l'air d'un carlin. Elle était petite. Elle avait de petites jambes, un visage rond, un nez court et relevé, une grande bouche remplie de dents pourries qui avait une puanteur telle qu'on pouvait la sentir à l'autre bout de la chambre. Elle avait une gorge horriblement grosse. Cela charmait monseigneur, car il frappait dessus comme sur des timbales. Mais cette créature, grosse et courte, avait beaucoup d'esprit. Je crois que le dauphin s'était habitué au tabac pour ne pas sentir l'horrible odeur des dents pourries de la Chouin. La dernière dauphine était horriblement sale. Parfois, elle s'est fait donner un clister dans le cabinet du roi où il y avait beaucoup de monde. Elle se tenait debout devant le feu, derrière un petit écran. Et la femme qui le lui donnait se tenait à genoux, après s'être avancée en rampant sur les pieds et sur les mains. Cela passait pour une gentillesse. Le roi et monsieur avaient été, dès l'enfance, habitués à voir des maisons sales, de sorte qu'ils regardaient la chose comme toute simple. Mais sur leur personne, ils étaient fort propres. La Montespan avait une taille épaisse et laide, un éclat extraordinaire et beaucoup d'esprit dans les yeux, une très jolie bouche et un rire charmant. Elle était bien drôle et bien amusante. On ne pouvait s'ennuyer auprès d'elle. Dès que je suis seulement 2 heures à Paris, j'ai mal à la tête et il me prend à la gorge un picotement qui me fait constamment tousser. Je ne peux pas non plus y faire grand-chose, attendu que les cuisines sont au-dessous de ma chambre. Enfin, je n'y peux ni chasser, ni voir la comédie avec plaisir, car d'abord, il faut se faire conduire au théâtre en voiture, et quand on y est, on ne peut pas voir à son aise comme ici, le théâtre étant toujours si plein de spectateurs qu'ils sont pêle-mêle avec les acteurs, ce qui est très désagréable. Et puis, il n'y a rien de plus ennuyeux que les soirées à Paris. Monsieur joue le lansquenet à une grande table dont il ne m'est pas permis d'approcher. Je ne peux même pas me montrer au jeu, car monsieur a la superstition de croire que je lui porte malheur quand il me voit. Cependant, il veut que je me tienne dans la même chambre que lui. Toutes les vieilles femmes qui ne jouent pas me tombent sur le dos et je dois les entretenir. Cela dure depuis 7 heures jusqu'à 10 heures et me fait horriblement bâiller. Tous les 2 jours, je dois aller passer l'après-midi à Port-Royal pour ne rien changer à mes anciennes habitudes. Mais je ne trouve plus à y aller le même plaisir qu'autrefois, et cela est devenu pour moi une servitude.
Vous voyez bien qu'après tout cela, il m'est impossible de vivre gaiement à Paris. Ici, au contraire, je suis très tranquille. Si le temps le permet, je vais à la chasse. Quand il y a comédie, je n'ai que quelques marches à descendre et je suis dans la salle. Il n'y a personne sur le théâtre, de sorte que je vois la comédie dans tout son lustre. Et de plus, elle ne me coûte rien. Y a-t-il appartement? J'entends la musique. Et après la musique, je ne suis pas obligée d'entretenir de vieilles femmes comme à Paris. J'ai donc moins de raisons de m'ennuyer. Les jours de rien, je reste tranquillement seule dans mon cabinet où le temps ne me dure jamais. Tandis qu'à Paris, il y a toujours quelques contretemps. On n'y peut jamais faire comme on veut, car les heures ne sont pas réglées comme ici. En somme, il n'y a rien à Paris qui ne me déplaise. Il fait un tel froid ici qu'on ne sait que faire. Hier, à la grand-messe, je crus que j'aurais les pieds gelés, car quand on est avec le roi, il n'est pas permis par respect d'avoir une chancelière. J'eus un dialogue bien comique avec notre roi. Il me tensait vertement de ce que j'avais mis une écharpe. « On n'a jamais été à la procession en écharpe, dit-il. »« Cela se peut, répondis-je, mais il n'a jamais fait aussi froid qu'il fait. »« Autrefois, dit le roi, vous n'en mettiez pas ?»« Autrefois, répliquai-je, j'étais plus jeune et ne sentais pas tant le froid. »« Il y en avait de plus vieilles que vous, dit-il, qui ne mettaient pas d'écharpe. »« C'est que, répondis-je, ces vieilles-là aimaient mieux se geler que de se mettre quelque chose qui ne s'y est pas. Et moi, j'aime mieux être mal mise et ne pas me morfondre de la poitrine, car je ne pique pas de gentillesse. » À quoi il ne répondit rien. À la table du roi, le vin ainsi que l'eau gèlent dans les verres. À Sophie de Hanovre. Vous êtes bien heureuse d'aller chier quand vous voulez. Chiez donc tout votre sou. Nous n'en sommes pas de même ici, où je suis obligée de garder mon étron pour le soir. Il n'y a point de frottoir aux maisons du côté de la forêt. J'ai le malheur d'en habiter une, et par conséquent, le chagrin d'aller chier dehors. Ce qui me fâche, parce que j'aime à chier à mon aise, et je ne chie pas à mon aise quand mon cul ne porte sur rien. Item, tout le monde nous voit chier. Il y passe des hommes, des femmes, des filles, des garçons, des abbés et des Suisses. Vous voyez par là que nul plaisir sans peine, et que si on ne chiait point, je serais à Fontainebleau comme le poisson dans l'eau. Il est très chagrinant que mes plaisirs soient traversés par des étrons. Je voudrais que celui qui a le premier inventé de chier ne pût chier, lui et toute sa race, qu'à coups de bâton. Mais comment, mordi, qu'il faille qu'on ne puisse vivre sans chier? Soyez à table, avec la meilleure compagnie du monde. Qu'il vous prenne envie de chier, il faut aller chier. Soyez avec une jolie fille ou femme qui vous plaise. Qu'il vous prenne envie de chier, il faut aller chier ou crever. Ah, maudit chier! Je ne sache point de plus vilaine chose que de chier. Voyez-vous passer une jolie personne, bien mignonne, bien propre. Vous vous récriez: ah, que cela serait joli si cela ne chiait pas. Je le pardonne à des crocheteurs, à des soldats aux gardes, à des porteurs de chaises et à des gens de ce calibre-là. Mais les empereurs chient, les impératrices chient, les rois chient, les reines chient, le pape chie, les cardinaux chient, les princes chient, les archevêques et les évêques chient.
Les généraux d'ordre chient. Les curés et les vicaires chient. Avouez donc que le monde est rempli de vilaines gens. Car enfin, on chie en l'air, on chie sur la terre, on chie dans la mer. Tout l'univers est rempli de chieurs, et les rues de Fontainebleau de merde. Principalement de la merde de Suisse, car ils font des étrons gros comme vous, madame. Si vous croyiez baiser une belle petite bouche avec des dents bien blanches, vous baisez un moulin à merde. Tous les mets les plus délicieux, les biscuits, les pâtés, les tourtes, les farcis, les jambons, les perdrix, les faisans, le tout n'est que pour faire de la merde mâchée. Dans la version de François Bouin, Folie d'Espagne.
Ce programme littéraire et musical vous a été proposé dans le cadre de la programmation thématique de l'abonnement Un an à Versailles, avec les artistes de la compagnie baroque, Maude Caille, flûte, Ronald Martin Alonso, viol de gambe, Fabien Armango, clavecin et direction musicale, Annie Dacher, comédienne, Fabrice Conan, comédien et conception artistique, prise de son Christian Millet, coordination Aurélie Ligné. Merci de votre écoute.